Je vais dormir avec mon frère et mes sœurs. Attends ma belle, où suis-je censé dormir? Je m'en fiche complètement. Ne fais pas de moi un meurtrier. Dégage de ma vue. Ne me regardez pas comme ça. Demain, la première chose que je ferai, c'est aller chercher les enfants. D'accord, fiston, d'accord. Parce que je suis amoureux de ta sœur. Je comprends pourquoi tu es venu ici dans cet état. Va bientôt arriver. Si tu fais ça, ça ne marchera pas. L'orphelinat a appelé. N'oublie pas ce que je t'ai dit, d'accord? Oui, Reste calme. d'accord. Quelque chose? Mec, fais gaffe. Arrête de dire n'importe quoi. Jamal. Je ne crois pas à ton attitude d'ado. Je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Une vie paisible et confortable. C'est vraiment dur avec ce gamin. Allez, Ce qu'il méritait, et plus d'orphelinat. Je continue? Mais on n'est pas tous ensemble. J'aurais préféré que ma sœur épouse Farouk plutôt que toi. La descente aux enfers ne fait que commencer, alors que les murs de la prison se referment non seulement sur Yavuz, mais aussi sur toutes les illusions que la fratrie s'était obstinée à construire pour survivre au milieu des ruines d'Istanbul. Dans cette cellule aux barreaux rouillés, où le silence n'est grisé que par le suintement de l'eau le long des murs de béton brut, le temps semble s'être suspendu. Le morceau de papier froissé que la silhouette encapuchonnée a glissé entre les grilles de fer continue de brûler les doigts de Yavuz, non pas par sa chaleur physique, mais par la charge atomique des mots qui y sont inscrits. Chaque syllabe lue et relue dans la pénombre détruit méthodiquement la folie des grandeurs de cet homme qui croyait tout contrôler. Ce n'est pas seulement une question de filiation ou de vengeance clanique. Le message révèle que la véritable identité de l'un des enfants de la fratrie a été falsifiée dès le premier jour, plongeant l'histoire dans une dimension de mensonges interconnectés où les victimes et les bourreaux partagent le même sang empoisonné. Yavuz, pris d'un rire de plus en plus rauque et saccadé, comprend que sa propre mère l'a manipulé toute sa vie, lui cachant que l'enfant qu'il cherchait désespérément à posséder n'est pas celui qu'il croit, ou pire, que l'héritage pour lequel il a détruit tant de vies repose sur une supercherie monumentale. Ce rire hystérique résonne comme le chant funèbre d'une dynastie rongée par l'orgueil et la haine, annonçant que les ondes de choc de cette révélation vont balayer tout le quartier, sans épargner personne, pas même ceux qui se croyaient à l'abri derrière les bonnes grâces de l'oncle Jevdet. Pendant ce temps, dans le nouveau refuge sécurisé où les enfants s'efforcent de réapprendre à respirer sans la peur au ventre, l'atmosphère est lourde d'une prémonition funeste. L'oncle Jevdet, posté près de la fenêtre entr'ouverte de la grande pièce principale, contemple les ruelles sombres du quartier historique avec une mâchoire serrée qui trahit son anxiété profonde. Il sait mieux que quiconque que la tempête d'hier n'était qu'une simple averse avant l'ouragan définitif. Les bruits de pas feutrés de Tchemo qui descend l'escalier en bois brisé rompent le silence pesant. Tchemo porte encore les stigmates physiques de son intrusion audacieuse dans le domaine de Yavuz, ses mains bandées, ses muscles endoloris rappelant le prix payé pour arracher Azizé des griffes de ses geôliers. Mais ce qui inquiète le plus l'oncle Jevdet, ce n'est pas l'état physique du jeune garçon, c'est ce regard vide, presque inhumain, qu'il pose sur le vide. Tchemo a franchi une ligne invisible lors de cette nuit d'affrontement. Il a vu la mort en face, il a touché du doigt la violence brute, et il a compris que dans ce monde cruel, la gentillesse est une faiblesse mortelle. Autour d'eux, les plus jeunes dorment enfin d'un sommeil récupérateur, blottis les uns contre les autres sous des couvertures épaisses fournies par les provisions secrètes de l'oncle Jevdet. La petite Balim esquisse même un sourire discret dans son sommeil, rêvant sans doute de papillons et de prairies lointaines, bien loin du béton gris et des sirènes de police qui hurlent au loin. Mais ce tableau de paix familiale est terriblement fragile, suspendu à un fil invisible que le destin s'apprête à rompre avec une cruauté redoublée. L'incursion menée par Tchemo et Youssouf dans la forteresse de Yavuz a certes permis de libérer Azizé, mais elle a également laissé des traces indélébiles dans la psyché de la jeune fille. Retenue prisonnière dans cette aile isolée où l'on a voulu la plier à un destin qui n'était pas le sien, Azizé n'est plus l'adolescente naïve qui observait la mère pour la première fois avec des yeux émerveillés. Les épreuves l'ont consumée, polissant son esprit comme le feu polit l'acier tranchant. Assise sur le bord du lit dans sa nouvelle chambre du refuge, elle fixe ses mains tremblantes en se remémorant l'étroite gaine d'aération par laquelle elle s'est frayé un chemin pour échapper à imiter ses hommes. Chaque centimètre de cette fuite dans le noir a gravé en elle une conviction inébranlable. Personne ne décidera plus jamais de sa vie à sa place. Ni ce père biologique qu'elle maîtrise de tout son être, ni les clans rivaux qui rôdent dans l'ombre comme des hyènes affamées. Pourtant, un malaise persiste en elle. Durant sa captivité, au milieu des cris et des ordres hurlés par Yavuz dans la pièce voisine, elle a entendu des bribes de conversation entre le tyran et sa mère concernant un mystérieux dossier bleu enfermé dans le coffre-fort de la vieille maison de famille. Un dossier qui contiendrait l'acte de naissance original de la fratrie et la preuve irréfutable que leur passé a été entièrement inventé pour les lier à une malédiction familiale dont ils ignorent tout. Elle sait que ce dossier existe, et elle sait aussi que si elle ne le récupère pas avant que les charognards ne pilent ce qui reste de la propriété, les mensonges de Yavuz continueront de les hanter jusqu'à leur dernier souffle. De l'autre côté de la ville, le clan de Hachmet traverse une phase de décomposition accélérée qui frôle la farce macabre si elle n'était pas si tragique. La maison bourgeoise, autrefois symbole de respectabilité et de pouvoir absolu, ressemble désormais à un navire à la dérive dont l'équipage s'entretue pour une part de gâteau rassis. Nella et sa fille Mélis ont définitivement coupé les ponts, trouvant refuge dans un motel miteux de la périphérie en attendant de pouvoir fuir la province définitivement. Nella, assise sur une chaise bancale en train de compter le peu d'argent liquide qu'elle a pu soustraire au coffre avant la descente de police, maudit le jour où elle a croisé le chemin de Hachmet. Sa vie n'a été
n'était qu'une suite de compromissions, de silences forcés et de coups bas, et la seule chose qu'elle espère encore est de voir son ex-mari couler et tout son clan. Pendant ce temps, dans la grande demeure désertée de ses meubles par les ordres de la matriarche, Ashmet erre comme un animal en cage, hurlant sur les derniers domestiques restés terrés dans les cuisines. La fuite de Nella et la tournure catastrophique des événements ont brisé son assurance légendaire. Pire encore, les rumeurs concernant la chute de Yavuz et les révélations qui se préparent au commissariat menacent d'exposer ses propres affaires louches au grand jour. Il sait que la police s'intéresse de très près à ses liens avec le trafic de miel et les transactions immobilières frauduleuses orchestrées par l'intermédiaire d'Emra. Ce dernier d'ailleurs tente de sauver sa propre peau en jouant les taupes entre les différents camps, contactant tantôt les hommes de main de Yavuz, tantôt les créanciers de Nella, prouvant que dans temps de crise, la loyauté n'est qu'une monnaie d'échange périmée. Le soleil commence à peine à percer à travers la brume épaisse qui stagne au-dessus du Bosphore, baignant les toits d'Istanbul d'une lueur cuivrée et menaçante. C'est dans cette ambiance crépusculaire que l'oncle Jevdet décide de passer à l'action. Il sait que rester immobile dans le refuge équivaut à attendre passivement que le bourreau vienne frapper à leur porte. Réunissant Chemo, Youssef et Azizé autour d'une table en bois bancale dans la pièce arrière, il pose à plat les véritables enjeux de la situation avec une franchise brutale qui ne laisse place à aucune illusion. Il leur apprend l'existence du dossier bleu dont Azizé soupçonnait la présence, confirmant que ce document se trouve toujours dans le coffre-fort mural de la vieille villa de Rifat, laissé à l'abandon depuis la fuite tragique des parents dans la forêt. Pour mettre la main dessus avant que la police ou l'espire que Yavuz ne le saisisse, il faudra s'introduire dans une zone hautement surveillée et déjouer les pièges laissés par le passé. C'est une mission suicidaire, un voyage au cœur des ténèbres, où chaque pierre exhumée risque de faire ressurgir les fantômes d'une enfance qu'ils ont essayé d'enfouir sous des tentes de silence. Chemo se porte immédiatement volontaire, refusant de laisser quiconque d'autre porter ce fardeau. Azizé insiste pour l'accompagner, affirmant avec l'autorité d'une reine déchue que c'est de son propre sang qu'il est question et que personne d'autre ne peut reconnaître les indices laissés par leurs parents. L'oncle Jevdet, après un long moment d'hésitation et un regard lourd d'inquiétude paternelle, finit par céder, leur fournissant les clés d'un vieux véhicule banalisé et des armes de poing qu'il gardait précieusement cachées sous le plancher de son atelier. Le trajet vers la vieille villa de Rifat s'effectue dans un silence de cathédrale, les pneus crachant sur l'asphalte humide d'une route de campagne que le temps semble avoir oublié. À mesure qu'ils s'approchent de la lisière de la forêt où tout a basculé quelques semaines plus tôt, les souvenirs affluent comme des vagues de boue noire dans l'esprit de Chemo et d'Azizé. Chaque arbre, chaque tournant de la route porte les cicatrices invisibles de leur ancienne vie, cette époque insouciante où leurs parents leur tissaient des contes de fées au coin du feu avant que le monde extérieur ne vienne tout saccager. En gardant la voiture à l'écart des regards dans un sentier broussailleux, ils retiennent leur souffle en apercevant la bâtisse au loin. La villa de Rifat se dresse comme un squelette blanchi par la pluie et le vent, ses volets disjoints battant lugubrement au rythme d'une brise glaciale. On dirait que la maison elle-même porte le deuil de ses anciens occupants. Pourtant, malgré son aspect abandonné, des traces de pneus fraîches dans la boule de l'allée principale indiquent clairement qu'ils ne sont pas les premiers à avoir eu l'idée de fouiller ces lieux maudits. Quelqu'un est déjà à l'intérieur, quelqu'un qui cherche exactement la même chose qu'eux et qui ne reculera devant rien pour effacer les preuves avant leur arrivée. Le cœur battant à tout rompre, Chemo dégaine son arme, vérifiant le chargeur d'un geste machinal acquis dans la violence de ces derniers jours, avant de faire signe à Azizé de rester blotti contre le mur de pierre humide de la véranda. Enjambant une fenêtre brisée dont les éclats de verre scintillent sous la faible lueur de l'aube, il s'introduit dans le salon poussiéreux où les meubles sont recouverts de draps blancs jaunis par le temps. L'air sent la naphtaline, le vieux bois et la poussière accumulée, mais par-dessus tout, il flotte une odeur âcre de tabac froid qui trahit une présence humaine très récente. Chemo avance pas à pas sur le parquet qui craque sinistrement sous ses chaussures, chaque sens en éveil prêt à bonder au moment suspect. Dans le couloir menant au bureau de Rifat, les portes battantes sont entrouvantes, laissant filtrer un filet de lumière artificielle qui ne peut provenir que d'une lampe torche. C'est ici, derrière ce battant fermant loup, que se trouve le coffre-fort mural, et avec lui, la vérité absolue sur leur naissance, sur les raisons de leur persécution et sur l'identité de celui ou celle qui porte la marque de la bête dans la fratrie. Azizé, n'écoutant que son courage et terrifié à l'idée que son frère aîné de commettre l'irréparable en solitaire, glisse à son tour à l'intérieur de la villa par la même brèche, marchant sur la pointe des pieds à travers le salon désolé. Ses yeux s'habituent peu à peu à la pénombre, reconnaissant vaguement les contours du canapé où Hadlor s'asseyait pour leur raconter des histoires de papillons et de paradis lointains. Chaque recoin de cette maison résonne des échos d'un temps qui serait éloigné par la forêt de l'amitié. En s'approchant silencieusement du couloir, elle aperçoit l'allure de la lampe torche dans le bureau du fond et entend le bruit sourd d'un pied de bois forçant un mécanisme métallique. Le coffre est en train d'être ouvert, Kirkai sur le point de s'embarrer du dossier bleu. Sans réfléchir aux conséquences, portée par un réflexe de survie pure, elle s'élance vers l'entrée du bureau, prête à crier pour stopper l'intrus, ignorant totalement que se passe en avant, va les précipiter elle et son frère dans un guet en millimétré préparé par l'ennemi juré qu'il croyait pourtant hors d'état de nuire. Au moment précis où Azizé franchit le seuil du bureau, le piège se referme dans un vacarme assurdistant de peau fracassée et de métal tordu. La silhouette blanchie sur le coffre-fort se retrousse brusquement, braquant une arme directement sur leur visage, tandis que deux autres surgissent des cadors latéraux pour un coup soigneux de retrait, bloquant indistinguément l'issue du couloir. Sous l'allure creux de lampe de poche balançant la bout de son fil, le visage de l'intrus apparaît clairement dans l'exancrement de la porte, provoquant chez Chemo et Azizé un choc thermique absolu. Ce n'est ni un sbire de Yavuz, ni un homme de main de Ashmet, mais un visage que l'on croyait disparu depuis la nuit de la fusillade dans la forêt, avant Thomas ressuscité des abysses pour venir achever ce que les autres ont commencé. L'homme esquisse un sourire, mauvais, montrant les dents jaunées par les années d'errance, avant de prononcer une phrase qui réduit à néant toute leur certitude et transformant instantanément ce raid de sauvegarde dans une exécution sommaire municiée sans palousier. Le choc de cette apparition inattendue paralyse les mouvements de Chemo, dont l'arme tremble légèrement pour la toute première fois depuis qu'il a endossé le rôle de protecteur de la famille. Comment cet homme peut-il être encore en vie? Tout le monde, compris Yavuz et l'oncle Jevdet, le croyait mort, calciné dans la carcasse de la voiture piégée lors de cette fameuse nuit où les parents d'Azizé avaient simulé leur disparition. L'individu, avançant d'un ballon et mesuré pendant menant son canon pointé sur le thorax de Chemo, prend un bel plaisir à savourer la terreur qu'il lit dans les yeux des deux jeunes. Il tient dans sa main gauche le fameux dossier bleu, dont la couverture cartonnée séchée de vieille encre noire, confirmant qu'il a réussi à s'embarrer du crâne avant d'eux. Avec un calme glacial qui glacerait le sang du plus aguerri des vétérans, il leur explique que la pièce de théâtre montée par Rifat et Bala il y a 20 ans n'était qu'une vaste supercherie destinée à protéger, non pas l'ensemble de la fratrie, mais un seul unique enfant, celui qui porte en lui le secret d'une alliance entre deux clans que tout oppose. Et cet enfant, selon les documents officiels paraffés de la même de Rifat, n'est autre que celui ou celle que l'on soupçonne le moins au sein de la maison de l'oncle Jevdet. Le monde semble s'effondrer autour d'Azizé, dont les jambes se birobent sous elle, l'obligeant à s'agripper au chambron de la porte pour ne pas s'effondrer sur le sol janté de poussière. Si les dires de cet homme mystérieux sont vrais, alors toute leur vie, toute leur souffrance, chaque larme versée, chaque goutte de sang partagée pour rester unis, n'ont reposé que sur un mensonge élaboré par leurs propres parents pour survivre au feu de la vendetta. Chemo, hurlant d'orage face à cette provocation, tente de lever ses armes pour faire feu, mais l'un des gardes postés sur les fleurs réagit plus rapide, lui assonnant un violent coup de crosse de fusil à l'arrière du crâne qu'il envoie balser lourdement contre les étagères de livres vermoulus. Les vieux ouvrages s'effondrent dans un inventaire de papier jauni, recouvrant le corps immobile de Chemo d'un suaire improvisé.
Azizé pousse un cri déchirant qui résonne dans toute la villa abandonnée, se jetant à genoux sur le corps de son frère pour vérifier s'il respire encore, tandis que l'homme au dos cible s'approche lentement d'elle, refermant sa main calue sur son bâton pour se le regard détroit dans les yeux. Alors que la conscience de Chemo vacille entre les ténèbres de la conscience et les éclairs fulgurants d'une douleur crânienne intolérable, une silhouette massive se dessine soudain dans l'embrasure de la fenêtre brisée du salon, là où il s'était entré quelques minutes plus tôt. C'est l'oncle Jeff Dett. Suivant son instinct de vieux loup de mer qui sentait le piège se refermer, il a pris la route en solitaire pour les couvrir, arrivant juste à la fraction de seconde nécessaire pour empêcher l'exécution de la jeune fille. Sans dire un seul mot, brandissant un fusil à double canon qui l'épaule avec une précision chirurgicale, il lâche une première charge tonitruante qui pulvérise le cadre de la porte et force les gardes à se jeter à terre pour sauver leur peau. L'effet de surprise est total, brisant net l'arrogance de l'individu au dossier bleu qui lâche une bordée d'insultes sans en reculant vers la sortie de secours arrière, emportant toutefois le document compromettant sous son bras, un trophée de guerre qui ne lâchera pour rien au monde. La fusillade éclate avec une violence inouïe dans l'espace exécu de la villa, le bois des murs volant en éclats sous l'impact de plomb et des balles traçantes qui illuminent la pénombre des traînées incandescentes. L'oncle Jeff Dett, faisant fi de son âge et de la fatigue des derniers jours, couvre la retraite d'Azizé qui traîne littéralement le corps semi-conscient de Chemo à travers le salon pour le ramener vers la lumière de l'aube. Chaque recoin de la pièce devient un champ de bataille miniature où la survie se joue à la milliseconde près. En atteignant enfin la pelouse envahie par les ronces, l'oncle Jeff Dett réussit à faire monter les deux jeunes gens à l'arrière du véhicule banalisé avant d'appuyer rageusement sur l'accélérateur pour s'arracher de cette propriété maudite dans un crissement assourdissant de pneus fumants. Tandis que la voiture prend la fuite à travers les sentiers bourreux de la forêt, essuyant des traînées à tir de barrage qui criblent les carrosseries de trous béantes, Azizé serre la tête de son frère ensanglanté contre sa poitrine, jurant entre deux anglos étouffés qu'ils n'abandonneront jamais, peu importe les monstres et les vérités horribles qui se dressent sur leur chemin. Le retour au refuge s'effectue dans une tension électrique, l'oncle Jeff nettoyant les plaies de Chemo avec des mains expertes, pendant que Fidan et Celia, réveillés en sursaut par le tumulte, tentent de clamer les pleurs hystériques de la petite Palim. Chemo, reprenant peu à peu ses esprits malgré une commotion cérébrale évidente, fixe le plafond de bois de la chambre avec un regard habité par messureurs froides. Ils ont perdu le dossier bleu, l'émis est de nouveau dans la nature, et le secret concernant l'identité de l'enfant maudit est désormais dans les mains d'un homme qui montera les enchères au plus offrant. Pourtant, au milieu de ce chaos généralisé ou tout simple perdu, un détail échappe encore à l'attention de la fratrie. Dans la poche de la veste que Chemo portait lors de l'accrochage, un petit morceau de papier déchiré, arraché par inadvertance au dossier bleu lors de la bousculade dans le bureau de Rifat, dépasse discrètement. Un fragment de phrase manuscrite, écrit de la main de leur propre mère, qui désigne clairement le nom de celui ou celle qui porte le fardeau du sang maudit. Une révélation qui va détruire les derniers liens unissant les 6 enfants, le jour où ils auront le lire tous ensemble. Les heures s'égrènent lentement sur cette journée qui restera gravée comme la plus sombre de leur existence. La nuit commence à envelopper à nouveau les toits d'Istanbul dans linceul d'encre, tandis que l'oncle Jeff Dett s'isole dans l'atelier pour passer un coup de fil risqué à un vieux contact des services secrets, cherchant à étendiviller ce fantôme revenu d'entre les morts pour perturber leur quête de justice.